La Fédération togolaise de football a révoqué 4 membres de la commission des recours. Nous évoquerons également le foot, la Champions League et l'Europa League. On verra que l'Angleterre est sur le toit de l'Europe. Et puis on parlera du Qatar pour le Mondial 2022. Le premier stade a été construit et déjà disponible. On parle de tout cela ce soir avec Hervé Pisa. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. La Fédération togolaise de football, dans un communiqué publié ce 15 mai, le comité exécutif de la FTF a annoncé sa décision de révoquer 4 membres de la commission de recours. En effet, vu les dispositions de l'article 38 des statuts des divers règlements de la FTF relatifs à la compétence du comité exécutif en matière de révocation provisoire d'un membre ou suspension provisoire d'un membre, et vu les violations graves et répétées des statuts et règlements de la FTF délibérément orchestrés sur proposition du président, sont provisoirement révoqués de leurs fonctions de membres de la commission de recours jusqu'au prochain congrès. Monsieur Aboudji Yakoubou, monsieur Baba Fambaré, monsieur Baba Yara Afo et monsieur Kouevidjen Ekoué. Alors, Hervé Pisa, ça sent quand même le roussi à quelques mois de la fin du mandat de ce comité exécutif-là de la FTF. Bon, mais merci Samuel. Vous savez, moi je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que à chaque fin de saison, le président de la fédération doit commettre une bourde. Parce que le championnat qui a pris fin, vous vous rappelez, c'était le feuilleton Bikenti de Bassar et Maranatha de Fiopor. Avec les fameux 11-0. Avec les fameux 11-0, où eux-mêmes, ils sont allés prendre une sanction contre les 2 clubs à titre provisoire. Alors qu'il y avait, comment l'appelle-t-on, des couloirs bien appropriés pour pouvoir aboutir à un non-lieu ou à une exclusion. Alors, ceci étant, nous avons constaté que dans cette affaire Maranatha de Fiopor et Bikenti qui opposait la fédération, mais le dossier n'est pas allé à terme. C'est-à-dire que quoi, la commission même d'instruction qui avait rendu le verdict avait aussi, c'était arc-bouté au fameux comité d'exécution de la fédération de football. Vous vous rappelez? Alors, ceci étant, et sur ça, lorsque la fédération n'a pas pu obtenir gain de cause, ils sont partis pour jouer un championnat d'apaisement. Ils ont repris totalement les 16 clubs. Alors que les tests, je l'ai toujours dit, les tests que nous avons modifiés et au niveau de Sarakawa qui ont été adoptés, disaient que normalement, le championnat, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on devait être à 12. Cette saison qui vient de terminer, on devait être à 12. Et maintenant, voilà, à cette saison, nous sommes à 14. On va jouer à 14 au lieu de 12. Et bon, est-ce que avec cette bourde-là, nous allons encore jouer l'apaisement? On va reprendre à 16 ou qu'est-ce qu'il va se passer? Parce que si les uns et les autres veulent regarder dedans, pour dire le droit, M. Samir, vous savez, le président de la fédération n'a aucun droit de révoquer un membre d'une commission juridictionnelle qui soit élu par les membres de la fédération, que sont les clubs et les ligues, au même titre que la fédération. On dit quoi? Les commissions juridictionnelles tranchent leurs décisions, prennent leurs décisions en toute indépendance. Est-ce que vous voyez? En toute indépendance. Il n'y a pas lieu. La fédération... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une verticalité au niveau du bureau exécutif avec ces commissions-là, c'est ça? Là où le comité exécutif cite l'article 38, il fait amalgame qu'ils ont... Les statuts leur donnent le droit de pouvoir révoquer un membre provisoirement. Il ne s'agit pas des membres juridictionnels. Il s'agit des membres que la fédération elle-même a nommés, comme les commissions permanentes de la fédération, que sont les commissions d'homologation, commission de médias, commission de développement du football, commission de football des jeunes, toutes ces commissions permanentes que la fédération elle-même a nommées. C'est ces gens-là que la fédération peut révoquer provisoirement en attendant le prochain congrès. Ces gens, ça dit que les membres de la commission juridictionnelle sont élus par les membres de la commission. Et c'est le congrès qui tranche. Le congrès est au-dessus du comité exécutif. Ce n'est pas le comité exécutif de la fédération qui est au-dessus de l'organe. Et puis, il faut dire ceci. Vous savez, là où, franchement, c'est un peu compliqué pour la fédération, c'est-à-dire quoi? Il y a eu, bien avant la conférence de presse de la Fédération de football, il y a eu une démission du président de la commission
de recours, dans lequel il a été clair. C'est-à-dire ils ont rendu une décision. Après avoir rendu cette décision, le président de la fédération leur aurait saisi pour leur demander de se déjuger. C'est-à-dire de ne pas dire le droit. Maintenant, la commission tranchant en toute indépendance, dans son refus, la fédération trouve que c'est elle le comité exécutif et va violer les textes. En ce moment-là, le monsieur a été clair dans son courrier. Il a dit que le président de la fédération l'a harcelé en tentant même d'atteindre sa hiérarchie. Donc ce qui l'a amené à trancher parce qu'on ne le laisse pas travailler en toute indépendance. Et ce qui est une chose grave parce qu'à ce courrier, le président de la fédération n'a pas encore répondu. Et donc, comme pour continuer à s'enliser, il va maintenant pour prendre une décision de révoquer les 4 membres. Ce que vous venez de lire, et ça, ce n'est pas une décision motivée. On ne prend pas une décision comme ça. Ça dit que quand on dit qu'ils ont eu des comportements graves vis-à-vis des statuts, c'est quoi? Il faut au moins citer ce qu'ils ont fait. Les 4 membres, il faut citer ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un. De deux, moi, je ne peux pas comprendre que le président de la fédération puisse aller jusque-là. Et le jour même de cette conférence de presse, lui-même n'est pas là, avec ses membres du bureau pour pouvoir expliquer. Et vous comprendrez qu'il s'agit d'un membre. C'est-à-dire que le problème à Goua et Unisport, vous comprendrez que M. Kassendia est membre du bureau exécutif. Et au jour d'aujourd'hui, M. Kassendia, il semble qu'il est très rare à la fédération, ils ne vont plus même à leur réunion. Est-ce que ça, c'est un bon climat? Je pense que ce n'est pas ça le rôle qu'un président de la fédération doit jouer. Nous ne le disons pas, j'ai dit, lorsque vous venez à la fédération et que vous ne respectez pas les statuts et que vous les violez permanemment, c'est que vous-même vous êtes en danger. Mais ce n'est pas parce qu'on est président de la fédération qu'on peut faire des choses sur les coups de tête. Il faut motiver les choses. Et moi, vous savez, je l'ai toujours dit, tant que nous n'allons pas sortir de ce football amateur pour faire comprendre aux uns aux autres que le football doit rester avant toute chose, et comment l'appelle-t-on, un instrument de droit, de vision et consort, c'est comme ça que les gens, chacun viendra à la fédération pour violer. Et lorsque vous-même, vous avez vu tous les présidents qui ont échoué, c'est tous les présidents là qui ont eu à violer les statuts de la fédération. Vous n'avez pas qualité à révoquer un membre, vous le révoquez vous-même. Vous prenez un article, vous-même, vous vous enlisez, vous prenez un article, mais est-ce que c'est eux, le président de la fédération, est-ce que c'est lui qui a nommé les membres? Mais ici, quand on voit quand même l'article 38 qui a été cité, il dit, vu la disposition de l'article 38, des statuts et des divers règlements de la FTF relatifs à la compétence du comité, exécutif en matière de révocation provisoire d'un organe. Donc, il considère ici la commission de recours comme un organe de la fédération chapeauté par le comité exécutif et donc les membres de cet organe peuvent être révoqués à tout moment. Non, M. Samé, c'est ce que j'ai dit. Ils ont compétence à révoquer les organes. C'est-à-dire que les membres, par exemple, on peut révoquer un membre d'un club, on peut révoquer un membre d'une commission permanente en attendant le congrès, mais on ne peut pas révoquer, et comment l'appelle-t-on, un membre d'une commission de juridiction. Ils n'ont pas compétence. C'est le congrès. Ils ont été élus par le congrès. Ce n'est pas eux. Ils ont fait des choses pires que ça. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'ils étaient au congrès, où ils ont pris la décision de faire voter les présidents de ligue nommés, mais c'est une aberration. Le quorum n'est pas atteint parce que les statuts sont clairs. Les membres nommés ne votent pas, ne prennent pas part au vote. Ils peuvent assister au congrès, mais ils ne prennent pas part au vote. Donc, au jour d'aujourd'hui, même s'ils ont nommé les 6 ligues, les présidents des 6 ligues, ils n'ont pas compétence, ils n'ont pas droit de pouvoir participer à une quelconque comment l'appelle-t-on, élection de la fédération. Ça, il faudrait que les choses soient claires. Donc, c'est pourquoi je vous dis, le comité exécutif, à travers leur président, sont en permanence dans la violation des statuts en permanence. Et ce qui fait que, vous pensez qu'aujourd'hui, si on jouait le football professionnel, où chacun, il y a un barème, avec des conditions pour pouvoir jouer, vous pensez que les membres vont accepter ça? Vous pensez que si aujourd'hui, les présidents de ligue avaient étaient élus normalement, vous pensez qu'ils vont se taire? Les gens vont écrire.
c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi, je pense que le président de la fédération, il doit quand même se raviser et de comprendre. Parce qu'il ne peut pas avoir chaque fois des problèmes avec les commissions juridictionnelles qui sont à la fédération. Comme je l'ai dit plus haut, il en avait avec la commission d'instruction, il en a eu avec la commission de, comment l'appelle-t-on, de jugement. Et c'est cette même commission de recours qu'il avait sollicité à l'époque pour faire une fourberie. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, est-ce qu'il a tranché clairement le problème, le courrier de démission que le président lui a envoyé? Pourquoi il n'en parle pas au cours de la conférence de presse? De quoi s'agit-il? Quand on parle d'harcèlement, jusqu'à toucher une hiérarchie, est-ce que c'est ça aussi? Ça dit que c'est la compétence aussi du président de la fédération de sortir de son comité exécutif et aller harceler un membre jusqu'à sa hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, là où elle travaille, le juge, il travaille, s'il est juge au niveau du tribunal, ça veut dire que, ou soit sa hiérarchie, le ministre, ou que dis-je encore, qui peut s'être saisi. Et là, ça veut dire qu'on sort de ses compétences et on en fait une affaire personnelle. Donc, moi, je pense qu'il faut respecter les organes juridictionnels qui doivent trancher en toute indépendance. Maintenant, on me fait comprendre qu'au-delà de tout, il a eu un organe que lui-même il a créé, qu'il appelle organe de, comment l'appelle-t-on, de droit ou de juridique, quelque chose de juridique au niveau de la fédération, qui a vu que c'était des contorsions et que la commission de recours avait délibéré. Mais écoutez, Samuel, lorsqu'il y a deux clubs qui jouent et quelqu'un porte réserve et il ne trouve pas raison, l'autre fait appel, la commission de recours, c'est le dernier, c'est-à-dire que c'est le dernier organe. Si la commission tranche en faveur d'un club, l'autre club qui trouve qu'il se sent lésé a encore, je pense, 10 à 15 jours pour encore réinjecter appel. Si c'est Unisport qui se sentait lésé, avait aussi encore une marge pour pouvoir réintroduire en motivant l'appel. Et maintenant, en ce moment, si la commission de recours rejette encore leur appel, c'est d'aller directement au TAS. Ce n'est pas au comité exécutif de demander à une commission de se déjuger, de se déjuger ou c'est-à-dire que de faire sa volonté. Ça n'existe pas. Donc, franchement, moi, je pense que les choses, il faudrait que le président de la fédération essaye de revoir sa copie afin qu'on n'aille plus encore à un championnat d'apaisement. Parce que tel que ça se passe, on ne sait pas de quoi serait fait demain. Si les gens aujourd'hui vont saisir la commission d'éthique, c'est grave. Je le dis par rapport au courrier que le président et puis ils n'ont même pas, ils n'ont pas le droit de remplacer ces membres, les autres membres. Le président a démissionné. Ils sont élus. Le président a démissionné. Les 4 autres membres, vous motivez leur révocation par rapport à quoi? Pendant que vous n'avez pas la compétence. Donc je pense qu'il ne faut pas... Le président ferait mieux. Il a fait une première saison à sa venue, quand il a été élu, une première saison qui n'a pas eu de problème. Mais je pense que les 2 dernières saisons qu'il est en train de terminer, franchement, c'est en violation permanente des statuts et règlements intérieurs de la fédération. Mais si, en tout cas, les mises en cause, s'ils trouvent que c'est une violation, ils peuvent saisir le tribunal et seront rapidement remis dans leurs droits. Oui, mais les membres, là, c'est ce que j'ai dit, ils ont le droit de saisir la commission d'éthique ici d'abord. Ils peuvent saisir la commission d'éthique et après, ils peuvent saisir même la FIFA, ils peuvent saisir même le TAS à propos, tout en citant. Et puis, je rappelle au passage que tous ceux qui siègent au niveau de ces commissions-là, c'est des juristes. Oui. C'est des juristes, ce n'est pas des maçons ni autre chose, c'est des juristes. Donc, bon, on ne va pas quand même dire que parce qu'on est aussi on est à la fédération, donc bon, on doit tout faire, quoi. Nous parlons rapidement du second sujet, la Champions League et l'Europa League. Cette année, c'est l'Angleterre qui est sur le toit du monde. Hervé Pizan, on l'évoquait ici la dernière fois, quand on regarde au niveau de la Champions League, 2 clubs anglais sont en finale, de même que l'Europa League, 2 clubs anglais se retrouvent en finale. Oui, bon, vous savez, c'est ce que j'ai dit. On quitte le football amateur pour le football professionnel. Ça fait plaisir d'en parler. C'est ça, au fait, quand un pays a des objectifs en matière de football, et vous voyez comment est-ce que ce soit au niveau de la C1 ou au niveau de la C3, c'est que c'est formidable. C'est bien d'entendre parler que 2 clubs se retrouvent pour jouer l'Europa League et 2 clubs londoniens se retrouvent pour jouer aussi la Champions League. Non, c'est extraordinaire.
je pense que c'est fantastique. On ne peut quand même qu'apprécier. C'est pourquoi on a toujours dit que ce qui évolue du côté de l'Angleterre, c'est le football de haut niveau. C'est vrai que l'Espagne était à un moment donné au top, mais je pense que l'Angleterre vient de ravir la vedette à l'Espagne. Et franchement, les clubs, que ce soit Arsenal et Chelsea qui vont jouer l'Europa League, bon, vous savez, ils ont une histoire. Je rappelais l'autre jour ici que ces deux clubs-là ne sont pas la propriété d'un fils d'Angleterre. C'est-à-dire que les fonds viennent d'ailleurs. Chelsea, on sait que c'est un club tenu par un Russe, et ainsi que, à part Tottenham, Tottenham qui est un club anglais tenu par un Anglais, et Arsenal et puis Liverpool, c'est des fonds qui viennent d'ailleurs, je ne sais pas, tenus par les Anglais. Donc, vous comprendrez que c'est pourquoi j'ai dit ici qu'il faudrait qu'on quitte le football traditionnel aussi pour évoluer vers la professionnalisation. Pourquoi, comment appelle-t-on, un Kotokoli ne peut pas aller être président au niveau à Gaza, ou bien pourquoi un Kabia ne peut pas être président de Gomido. Si tu achètes, ça dit que c'est des actions, comme les Qataris sont venus acheter le PSG. Je le dis tout le temps. Et puis bon, voilà, il faudrait aussi que ceux qui dirigent le football là, il faudrait que les gens comprennent que il faut rapidement, il ne faut pas arriver à la fédération et se tailler des places, bon, juste parce que pour l'honneur et choses. Il faut faire évoluer. Ce n'est pas le moi, je dis, ce n'est pas le moi. Il faut faire évoluer les choses pour qu'on dise que vous êtes arrivé à la fédération, voilà, vous avez pris des mesures, vous avez été visionnaire à votre époque, voilà, le football, vous l'avez laissé à ce niveau, et celui-ci l'a amené ici, ou bien l'autre l'a enfoncé. Mais pourquoi, quand les gens arrivent à la fédération, les gens se font des agneaux, mais dès qu'ils arrivent à la fédération, ils deviennent des lions, c'est pas normal. Mais en fait, l'Angleterre, on le dit, est sur le toit de l'Europe cette année. Est-ce que ça va rester périn, ou bien c'est juste un passage, parce qu'on sait que c'est l'Espagne qui dominait le sommet européen? Bon, vous savez, je ne suis pas sûr que ça va demeurer, ça ne va pas être périn, ça va pas être périn parce que il y a les grands clubs, vous regardez par exemple Manchester City et comment l'appelle-t-on, Barcelone, oui, Barcelone Football Club qui a toujours voulu prendre cette coupe-là aux grandes oreilles. Et, bon, c'est vrai que après cette Champions League, c'est vrai, on ne sait pas la saison prochaine ce que Barcelone sera. Est-ce qu'ils vont recruter, ils vont rester dans la même dynamique ou pas? Bon, il y a aussi le Real Madrid et tout ça. Donc, je pense que la Champions League là a réservé beaucoup de surprises parce que, bon, Liverpool, je le dis, nettement a mérité de jouer la finale. Bon, Tottenham, on ne l'attendait pas, c'est la grande surprise. Et bon, au niveau de l'Europa League, les deux clubs anglais aussi, vu leur palmarès et leur passé, leur niveau au niveau de leur championnat, ce n'est pas aussi ça. On ne les attendait pas, ça aussi une grosse surprise. Mais on dit que qui voit leur ménage s'aventure. Donc, ça a été quand même plaisant quand même de trouver 4 clubs jouer la C1 et la C3. Dernier sujet, nous parlons maintenant du Qatar avec l'inauguration du stade construit pour le Mondial 2022. Le Qatar donc l'a inauguré ce jeudi. Le stade Al-Wakra qui a coûté 575 millions de dollars et peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes a accueilli jeudi la finale du championnat national. Ce stade conçu par l'architecte irako-britannique Zaha Hadid se situe dans une ville côtière du sud de Doha. Et cela a résonné de la clameur des supporters, tandis que les équipes d'Al-Sadd et Al-Bouhail pénétraient sur le terrain. Hervé Pisa, quand on regarde quand même les images de l'inauguration de ce stade, on se dit que le Qatar va véritablement voir les choses en grand pour le Mondial 2022. Oui, bon, vous savez, le Qatar a toujours rêvé d'abriter la Coupe du Monde. Vous savez, c'est vraiment cette Coupe du Monde attribuée qui a ramassé ces Blatter et les Platini et consorts. Mais je sais que les Arabes ils font toujours les choses avec finesse. Quand ils arrivent quelque part, ils mettent les moyens, ils veulent que tout soit nickel. Et vous-même, vous savez que c'est dans un désert, mais ils font leur tout pour pouvoir quand même dompter l'environnement, pour permettre à ceux-là qui sont dans d'autres climats de pouvoir s'adapter, s'acclimater, rester dans le même tempérament pour pouvoir jouer. C'est d'ailleurs ça qui est fantastique. C'est pourquoi je dis, lorsque vous avez une vision, vous avez envie de faire quelque chose, vous mettez les moyens. C'est ça, ça veut dire qu'en matière de football, ou soit vous êtes nul,
et on vous regarde directement, ou soit vous êtes bien et on vous voit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut rappeler que c'est le plus petit stade, hein. Oui. C'est le plus petit stade qui vient d'inaugurer actuellement, qui fait 40 000 places, et, tandis que bon, celui de Kégué fait 35 000 places, donc il n'y a pas assez de différence. Donc, c'est le côté architectural, comme vous l'avez annoncé. Le côté architectural, vraiment, c'est très bien. C'est un terrain qui a la forme d'un bateau à voile. Et donc, je pense que c'est une manière de nous dire, c'est-à-dire que c'est un avant-goût. Les autres stades seront beaucoup plus grands, mais je pense que le Qatar ne fera pas les choses à moitié. Et pour être surpris comme le Cameroun aussi, qui a été au dernier moment. En fait, ce mondial 2022 pour le Qatar, c'est juste pour prouver sa grandeur, sa suprématie, c'est ça? Tout à fait. C'est pour dire à ceux-là qui doutaient ou ceux qui pensaient que, bon, quand bien même il y a des pots de vin qui sont passés par ici, là, c'est qu'ils sont capables. Ils sont capables, au-delà d'apporter une touche pour quand même montrer aux uns aux autres que le Qatar en est capable. Donc, bon, moi, je pense que... Et je l'ai dit pour ne pas me répéter, le Qatar, vous savez, c'est eux qui sont au PSG. Et vous voyez le stade, vous voyez l'équipement, vous voyez les salaires et tout et tout. Bon, on va se poser la question d'où viennent ces moyens. Bon, de toutes les façons, quand vous avez... Il y a les pétrodollars aussi. Les pétrodollars et tout ça. Donc, moi, félicitations au Qatar. Et je sais que la Coupe du Monde 2022 s'annonce très bien. Mais est-ce que l'ambition à long terme du Qatar, c'est aussi d'être une nation de football? Oui, vous savez, au-delà de tout, être, comment l'appelle-t-on, une nation de football, ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. C'est parce que vous-même, vous savez qu'au niveau du Qatar, on leur a attribué les histoires d'islamisme, de djihadisme, tout ça. C'est pour toujours rester, c'est-à-dire avoir son image au niveau mondial, dire que nous existons, et pour pouvoir, c'est-à-dire que peindre le côté négatif dont on les attribue. Donc, ils resteront toujours une nation de football, ils ont toujours rêvé, et s'ils réussissent, comment l'appelle-t-on, la Coupe du Monde 2022, je pense que ça va rentrer dans les oubliettes des uns et des autres par rapport à cette image négative qu'on avait d'eux lorsque les Sepp Blatter et les Platini étaient aux affaires. Hervé Pisa, merci. C'est moi qui vous dis merci. La pause et après, ces regards croisés.